Alice Coffin, le génie lesbien. Chapitre 1, Androphobie. Enfant, mon personnage imaginaire s'appelait André. Je l'incarnais quelques heures par jour ou par semaine, au gré de mes disponibilités. Avec mes frères et sœurs, je jouais aux dés, aux voitures, aux poupées, au Playmobil. André était un jeu solitaire. Dans ma tête, nous étions beaucoup. André, la vingtaine, avait un père et une mère, 3 grands frères et une fiancée, Anne. André l'épousait régulièrement. Dans le long couloir de la rue Antoine-Volon, je marchais, le pas solennel, ma femme invisible au bras, aiguillée par la musique de mariage de Maria et du capitaine Von Trapp dans la mélodie du bonheur. C'est tout ce que j'avais, c'est tout ce que j'avais d'un peu cérémonieux à passer sur mon électrophone. Je jubilais. André travaillait, j'avais nommé sa profession tout métier, il avait des enfants. André était parfait, je l'adulais. André n'était pas un refuge. Je n'étais en danger ni dans ma famille, ni à l'école. Recevoir des gants de boxe de la part de ma grand-mère à Noël, porter des shorts et pantalons, attendre la naissance de mes 5 frères et sœurs, je peux décliner l'éventail d'une enfance enjouée. Sauf que je n'étais pas un garçon. Je me suis beaucoup, depuis, remémoré mes années André, sans jamais réaliser qu'André, andros en grec, voulait dire homme. Je l'ai seulement compris lorsque j'ai songé à appeler ce livre Misandre. Mi-André. Haïr André. Miss André. André me manque. Miss André. La petite Miss André. Enfant, la pensée que je pourrais un matin me réveiller garçon était explosive, tellement puissante de bonheur impossible que je ne parvenais pas à la figer. J'ai encore le vertige si j'y pense. Ça m'a pris du temps de ne plus flirter avec cette idée, insoutenable de promesses inatteignables, être un garçon. Je suis soulagée pourtant de ne pas être devenue un garçon. Il m'afflige tant. J'étais chou et aimable en fille Alice, mais je ne le savais pas. Je l'ai découvert à 40 ans, en août 2018, grâce au pape. Le chef du Vatican recommande pendant une discussion avec les journalistes d'emmener les enfants au penchant homosexuel chez le psychiatre. J'exhume alors une photo de moi à 5 ans, prise par mon grand-père, et je la publie sur les réseaux sociaux, légendée par la phrase « Moi, enfant à tendance homosexuelle, qui ne connut ni pape ni psychiatre ». Sur cette image, j'ai les cheveux emmêlés, ni courts ni longs, et un parfait regard tomboy. Tomboy est l'équivalent anglais de l'expression humiliante en français « garçon manqué ». Le regard tomboy, c'est une invention de Yuri, mon amoureuse, désigne ce voile... Le regard tomboy, une invention de Yuri, mon amoureuse, désigne ce voile grave et ailleurs qu'ont les yeux de tant de futures petites lesbiennes. Des milliers d'internautes ont à leur tour partagé leurs photos de mini-queer, accompagnées du hashtag « ni pape ni psychiatre ». Cette riposte sera célébrée dans des dizaines d'articles comme une réponse puissante et adorable, selon lci.fr, à l'homophobie. Je ne suis pas devenue un garçon. Je suis devenue, mon bonheur est total, une lesbienne. Car André n'existe pas dans la vraie vie. Il est la créature d'un cerveau lesbien. Dans la frénésie imaginaire du devenir garçon, chez une lesbienne comme moi, il y a la certitude qu'on saurait mieux qu'aucun homme être gentil, irrésistible, adorable avec les femmes. Qu'on serait le chéri de ces dames, serviable, protecteur, brillant et enjôleur, plus charmant que tous les princes charmants. Cette masculinité fantasmée a peu de chances d'exister. Dans la réalité, les André deviennent des Emmanuel Macron. Je l'ai vérifié le 22 novembre 2018. Le président de la République réunissait ce jour-là des associations LGBT et je représentais la conférence européenne lesbienne dont je suis porte-parole. J'ai, lors de cette confrontation, résolu mon André-manie. Une lesbienne à l'Élysée. Nous avons rendez-vous à l'Élysée pour discuter de la PMA, la procréation médicalement assistée, alors interdite en France aux lesbiennes et aux femmes célibataires, à celles qui construisent leur vie sans hommes. Une vingtaine d'organisations a été conviée, des structures généralistes, homoparentales, trans, locales, de défense des réfugiés LGBT, de jeunes, pas de lesbiennes. Nous avons réussi à obtenir une invitation avec une amie, elle aussi représentante d'une association lesbienne. Véronica et moi, on se connaît bien. Ça fait 10 ans qu'au sein du groupe activiste, La Barbe, on arpente les scènes des sommets économiques, politiques, culturels du pays pour moquer, barbe postiche au menton, les grands hommes qui se produisent entre eux.
On a crié tant de fois « Gloire au patriarcat, messieurs, tenez bon !» La barbe salue votre résistance à la terrible féminisation qui gangrène certaines instances. Aller voir Emmanuel Macron ne nous impressionne pas. Pas assez, selon les autres délégations LGBT. Quelques responsables s'opposent à notre stratégie de lesbiennes en colère. Ça fait 7 ans que le gouvernement français nous balade sur la PMA. Nous plaidons pour une attitude ultra-offensive. Une fois à l'Élysée, je suis médusée par l'obsquiosité et la faiblesse politique de certains participants. Emmanuel Macron écoute, avec patience et bienveillance, leurs doléances. Puis il confirme à nouveau le report du calendrier de la PMA. Je suis révoltée par cette nouvelle face de pouvoir. Je hausse la voix, lui reproche ses mensonges et ceux de tous les autres politiques. Il se raidit et me traite de procureur. Il me dit « Vous ne respectez pas le cadre de la République ». Je lui rétorque « Mais c'est la République qui ne me respecte pas en tant que lesbienne. Vous, citoyen hétérosexuel, vous avez plus de droits que moi. Le président, c'est le corps de la nation. La nation a un corps et il est devant moi. Il me demande de me calmer, de me taire en fait. Son corps à lui est libre. Son corps a des droits sur le mien, sur ce que je peux en faire ou pas. Inutile et douloureux de continuer. Nous quittons la salle. La presse titera exactement comme nous l'avions souhaité. PMA, 2 associations de lesbiennes ont claqué la porte de la réunion avec Macron. Dans le HuffPost. Ce livre est l'histoire de cet échange, de l'importance d'avoir quitté André et de se proclamer lesbienne face au président de la République et aux hommes puissants qu'il m'est donné de croiser, de la nécessité de pointer l'identité que leur offre tant de privilèges, celle d'hommes blancs hétérosexuels, c'est-à-dire de celui qui se pense neutre. Le neutre, c'est l'homme. De nombreuses révolutions féministes ont procédé et suivi le deuxième sexe, publié il y a plus de 70 ans, mais cette affirmation de Simone de Beauvoir, le neutre c'est l'homme, la femme c'est l'autre, point central de la déconstruction amorcée dans l'introduction de l'ouvrage, s'actualise chaque jour. Emmanuel Macron ne dit pas autre chose lorsqu'il explique dans sa campagne de 2017 « Je crois dans l'altérité. La vraie altérité pour un homme, c'est la femme. Je suis profondément féministe car j'aime ce qu'il y a d'irréductible chez l'autre qu'est la femme. » Je ne sais pas si Macron a lu le deuxième sexe. Mais je sais que le deuxième sexe a lu clair dans Macron et dans tous ses prédécesseurs. Des Macron, il n'y a que ça à la tête de nos institutions médiatiques, politiques, économiques ou culturelles. Parfois en pire, parfois en mieux. Qu'ils dégagent, qu'ils laissent leur place. Ils sèment le malheur. Nous voulons la joie. Être lesbienne est une fête, ne la gâchons pas. Ils ne la gâcheront pas. Ceci est le livre de combat d'une femme qui a été respectée, aimée, valorisée par des hommes depuis sa plus petite enfance. Je n'ai pas d'autre traumatisme à livrer que celui induit par le spectacle quotidien du comportement des hommes. Je dois ma prise de conscience des pratiques de la domination masculine au collectif La Barbe, au sein duquel je milite depuis 10 ans. J'ai choisi de commencer par La Barbe parce que c'est ma matrice, parce que c'est drôle aussi. Quand la fin du livre l'est moins. J'ai acquis mes outils de lutte grâce au journalisme média, métier que j'ai exercé à temps plein de 2004 à 2015. À 20 minutes, à l'Association des journalistes LGBT, AJL, que j'ai initiée en 2013, j'ai appris à décrypter la fabrication des représentations médiatiques et leur impact sur nos imaginaires. Les dénoncer, les remplacer reste mon quotidien. Voir chapitre 3. Mon poste d'observation privilégié est le territoire français. J'ai grandi en France, je vis en France, mais en 2018, j'ai habité aux États-Unis pendant 6 mois et mené, sous l'égide d'un programme de commission franco-américaine, Fulbright, un projet intitulé « Comment les médias américains traitent-ils les questions LGBT ?» Comparaison avec les pratiques françaises et réflexions autour du concept de neutralité. Ces 6 mois ont nourri ce livre et ont permis de déconstruire le comportement de nombreuses personnalités publiques françaises, notamment gays et lesbiennes. Voir chapitre 4. Enfin, mon sauvetage, ma libération, mon émancipation, mon allégresse et mon extase, je suis lesbienne. Ni le mot lesbienne, ni la politique, ni les modes de vie, ni les œuvres des lesbiennes ne sont connus. Je veux en dévoiler certains pans, ceux que nous glorifions à la conférence européenne lesbienne, ELC, dont je suis cofondatrice. Voir le chapitre 5. Quant au dernier chapitre, La guerre des hommes, avant de lire ce livre, rappelez-vous. Tout travail littéraire important
est au moment de sa production comme un cheval de Troie. Toujours il s'effectue en territoire hostile dans lequel il apparaît étrange, inassimilable, non conforme. Puis sa force, sa polysémie, et la beauté de ses formes l'emportent. La cité fait place à la machine dans les murs. Il faut qu'elle soit adoptée pour accomplir son travail de minage et de sapage des conventions littéraires et sociales, et les dévoiler comme périmées, incapables d'opérer des transformations. Monique Wittig, Le chantier littéraire.